Cette semaine, au Balado, on vous présente l'intégrale du lancement du plus récent livre d'Éric Duhem et des éditions Libre Média et qui s'est déroulé cette semaine à la librairie La Liberté de Québec. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis pour un épisode hors série consacré à la rediffusion en format podcast du grand lancement des éditions Libre Média qui s'est déroulé la semaine dernière, mardi dernier, le 21 avril, à 17h à la librairie La Liberté de Québec. Et au cours de cette soirée, Jérôme Blanchet-Gravel, le rédacteur en chef à Libre Média, a eu l'honneur de présenter le premier ouvrage des éditions, c'est-à-dire le plus récent livre du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, livre qui est intitulé « Destination Autonomie. Accroire le pouvoir du Québec dans la Confédération canadienne ». Alors, dans cet ouvrage, Éric Duhem propose une réflexion solide et documentée sur l'avenir politique du Québec, ancrée dans une vision à la fois autonomiste et conservatrice. Il avance des moyens concrets pour renforcer la capacité d'agir du Québec à l'intérieur d'une véritable confédération canadienne. Éric Duhem aura l'occasion également de faire une tournée de promotion de son livre et de sa vision politique partout au Canada, notamment à Toronto et en Alberta, où il aura évidemment, on l'espère, la chance de rencontrer la première, Danielle Smith. Alors, vous pouvez également vous procurer le livre à la librairie La Liberté de Sainte-Foy ou bien évidemment sur Amazon si vous n'êtes pas dans la grande région de Québec. J'en profite également pour vous parler de la conférence qui aura lieu la semaine prochaine, le 29 avril à 19h à la scène Le Bourgneuf de Québec. Conférence intitulée « Le déclin comme opportunité ». Conférence sur la résilience, la souveraineté individuelle, le business et l'hygiène numérique. Vous pourrez entendre et discuter avec les différents panélistes, dont le présentateur Jérôme Blanchet-Gravel, mais également les personnalités telles que François Fournier, qui est philosophe, co-animateur du podcast Yann et Frank, Joey Aubé, également podcasteur et cofondateur du mouvement Génération Ambition, les deux podcasteurs co-hosts du podcast intitulé Le Bunker BTC, GG et Science, qui seront tous réunis sur la scène Le Bourgneuf pour discuter de ce sujet de comment tourner en positif cette vision d'une société en déclin dont le constat est largement traité dans les pages de Libre Média ou libre-media.com. Cette conférence est organisée par Libre Média ainsi que Bull Bitcoin. Un rendez-vous à ne pas manquer. Pour vous procurer des billets, vous pouvez vous rendre sur le site web de la scène Le Bourgneuf à lascenelebourgneuf.com. Merci beaucoup. Wow. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment officiel. Ça fait déjà quelques jours, effectivement, qu'on parle du livre, puis que les gens en parlent en bien, mais d'officiellement lancer ce livre avec vous aujourd'hui. Donc, très fière d'avoir pu contribuer à cette œuvre en signant la préface, bien noblement. Vraiment un privilège aussi d'avoir participé aux derniers instants de réflexion. Une réflexion qui a été structurée, brillante. Vous allez le voir dans le livre, des gens qui ont travaillé très fort. D'ailleurs, félicitations à M. Éric Duhem qui est là avec nous aujourd'hui. Bravo. Également à M. Guy Leroux qui est là-bas. Voilà, l'homme caché derrière, mais qui a aussi travaillé très fort. Je vais laisser Éric vous parler le plus en détail du contenu du livre, mais vous comprendrez, vous verrez en lisant le livre que tout ce travail a été fait vraiment avec rigueur, avec toute la rigueur qu'on connaît à Éric Duhem. Je voulais prendre un moment pour vous parler de ces instants qu'on vit au Québec, où on a un choix à faire. On a des moments comme ça charnières, on en a peu connus depuis quelques années, mais des réflexions où on se dit, est-ce qu'on veut un statu quo? Est-ce qu'on veut l'indépendance?
Ou est-ce qu'on veut vraiment essayer l'autonomie du Québec? Cette voie, ce que certains appellent la troisième et que moi je préfère appeler la première parce que c'est celle qui est préférée par les Québécois. Et c'est par le renforcement donc de l'autonomie du Québec, de nos régions, par des alliances, par des solutions, par un plan qui est à l'intérieur du livre, que vous pourrez voir qu'on peut penser à cette première voie encore et continuer d'y croire à cette première voie, celle de l'autonomie du Québec à l'intérieur du Canada, mais d'une vraie confédération. Alors, cette réflexion vraiment très utile, c'est une voie qui est politique, crédible. Vous le connaissez, Éric Duhem a travaillé sur plusieurs ouvrages et celui-ci va vraiment, je suis certaine, convaincre plusieurs Québécois que c'est la voie à suivre, cette première voie vers l'autonomie du Québec. Et moi, à titre de porte-parole du dossier d'autonomie pour le Parti conservateur, je serais heureuse de pouvoir contribuer à porter cette voie et à faire rayonner ce livre puis ses idées à travers le Québec puis à travers le Canada avec toi, André. Alors, merci sincèrement d'être là, tout le monde. Puis sans plus attendre, je pense que c'est aussi... oui, Jérôme. Parfait. Donc, Jérôme, je te cède la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour Libre Média de publier le premier livre de notre catalogue parce que ce soir, c'est bon. Aussi le lancement des éditions Libre Média. Donc, on est très fiers de commencer avec un livre phare, celui d'Éric Duhem, Destination Autonomie. Effectivement, c'est un livre important sur le destin du Québec. Et 2 mots sur l'édition. Vous savez, le milieu de l'édition au Québec actuellement, c'est un milieu assez difficile. Je ne dirais pas que c'est un milieu très ouvert. Donc, lancer une nouvelle maison d'édition, ça va permettre, je pense, d'ouvrir un peu le débat, parce qu'il est quand même devenu de plus en plus difficile de publier à droite au Québec. Donc, on pense vivre... On vit dans le fantasme de la pureté démocratique, ici au Canada et au Québec. Mais oui, il y a de la censure, et je disais ça récemment cette semaine, justement, une romancière vénézuélienne à Madrid. Je lui expliquais que pour quelqu'un à droite, pas pour Éric Duhem, parce que M. Duhem est très connu, mais pour les gens de droite, publier au Québec, c'est devenu difficile tellement les éditeurs, finalement, baignent dans le conformisme et la bien-pensance. Donc, on veut vraiment contribuer à ouvrir le débat avec cette nouvelle maison d'édition. Le fédéralisme toxique, je retiens cette notion phare du livre de Duhem, une notion très forte sur laquelle, je pense, il va beaucoup insister dans ses interventions médiatiques. C'est un très bon livre, Duhem, Éric. Je suis content de le publier. Nous l'avons évidemment révisé, etc. Donc, je l'ai lu attentivement. Donc, une œuvre importante. Et sur une autre note, j'aimerais souligner la force de caractère d'Éric Duhem, sa détermination. En particulier depuis la défaite d'Anthabasca. Duhem est quelqu'un qui a une force de caractère remarquable et je pense que ça mérite vraiment d'être souligné. Je pense qu'au Québec, on a besoin de plus de gens qui ont la force de caractère d'Éric Duhem. Donc, Éric, je te passe la parole. Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier nos hôtes, la famille La Liberté. Merci de nous accueillir. On ne pensait pas être en si grand nombre. Il va falloir que vous agrandissiez votre librairie pour la prochaine fois. Je veux évidemment remercier Jérôme et les éditions Libre Média. Je suis très honoré que ce soit nous qui soyons les premiers à profiter de votre nouvelle maison d'édition. Je pense que c'est une initiative, effectivement, dont le Québec a besoin parce qu'il y a une grosse concentration dans cette industrie-là aussi au Québec et d'avoir de la diversité d'opinions. Ça commence aussi par une diversité des maisons d'édition. Je veux remercier la femme qui est à ma gauche, Maïté Blanchette-Vizina, qui récemment nous a ouvert toutes grandes les portes de l'Assemblée nationale du Québec. À elle seule, elle a permis à 530 000 Québécois d'entrer dans la Maison du Peuple. C'est jamais vu. Il n'y a jamais une personne qui a réussi à faire entrer autant de voix et de représentation à l'intérieur des murs du Parlement. Puis on rit, mais c'est pas drôle parce que c'est vrai. C'est le drame qui est le nôtre. Mais Maïté a en partie corrigé la distorsion démocratique de la dernière campagne électorale. Vous savez, le paysage politique au Québec est en
grande évolution. Puis le 5 octobre, ça va être une élection charnière dans notre histoire. On a vu une CAQ très populaire élue à la dernière élection, réélue, je devrais même dire. Et on l'a vu aussi vite monter qu'on l'a vu aussi vite descendre dans les mois qui ont suivi, particulièrement ici à Québec, quand ils ont fait leur virage au sujet du troisième lien. Et on a senti, puis tu sais, quand tu es chef d'un parti, tu fais le tour des régions, tu as un peu le pouls de partout, de tout le monde. On a senti que ce vote-là, initialement, il est parti vers le Parti québécois. Puis vous l'avez vu dans les intentions de vote, dans les sondages, le Parti québécois s'est envolé dans les mois qui ont suivi l'élection de 2022. Et là, lentement, tranquillement, mais sûrement, il y a une érosion du vote du Parti québécois. Puis plus on va approcher de l'élection, plus le fait que les Québécois ne veulent pas de référendum risque d'avoir un impact majeur sur le Parti québécois. Et là, on a vu l'arrivée de M. Milliard, même si ça avait commencé un petit peu avant avec M. Rodriguez. Le Parti libéral allait chercher un peu des votes, particulièrement dans la région de Montréal. Ici, dans la région de Québec, les gens qui étaient un peu plus insatisfaits du Parti québécois s'en venaient plus vers nous. On a vu le Parti conservateur connaître une consolidation de ses appuis ici, principalement dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches. Mais derrière tout ça, au-delà de la partisanerie, au-delà des étiquettes, moi, ce que je pense qui est en train de se produire au Québec, c'est pour ça aujourd'hui qu'on publie un livre comme celui de Destination Autonomie, c'est qu'on réalise de plus en plus, puis on est de plus en plus nombreux à le dire et à le faire entendre. Puis ce livre-là va nous donner un plan concret par rapport à ça. C'est que les Québécois, ils ne veulent pas de l'aplaventrisme devant Ottawa, comme le propose le Parti libéral, ni un troisième référendum perdant, comme le promet le Parti québécois. Les Québécois, ils sont ailleurs. Ils veulent une position rassembleuse. Ils veulent une position où on va accroître le pouvoir du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne, puis c'est ça, Destination Autonomie. Comment je vous dirais ça? Oui, la CAQ a parlé d'autonomie, mais le problème, c'est ça, c'est qu'ils en ont juste parlé. Et il n'y avait pas de boussole. Donc, il ne faut pas se surprendre aujourd'hui qu'ils sont allés nulle part, puis ça a tourné en rond, puis ça a été un cul-de-sac, leur histoire. Nous, là, on a une carte, on sait où on s'en va, puis pour aller à bon port, à bonne destination, bien, sur 200 quelques pages, on l'a décliné pour que tout le monde puisse comprendre exactement c'est quoi notre plan de match. C'est ça, Destination Autonomie. Tantôt, Jérôme a parlé de fédéralisme toxique, parce que je veux revenir là-dessus, parce que c'est au cœur de l'essai. Vous savez, le Canada, là, c'est une confédération. Hein? On appelle souvent la fédération, mais la réalité, là, c'est que c'est les pères de la confédération qui ont pensé, qui ont imaginé, puis qui ont mis au monde ce pays. Et à l'origine, il n'y avait pas de gouvernement subordonné à un autre. Les provinces étaient souveraines dans leurs compétences, puis le fédéral était souverain dans les siennes. L'élément qui est toxique à l'heure actuelle au Canada, c'est le fait que le gouvernement fédéral, par son pouvoir de dépenser, par les pouvoirs résiduaires, par les lois, comme la loi canadienne sur la santé et d'autres, il intervient dans les compétences du Québec. Il viole la Constitution, la loi fondamentale du pays, à répétition. Et pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de ses affaires. Nous, comme conservateurs, ce qu'on veut, là, c'est que le fédéral, il se mêle de ses affaires puis qu'il les fasse comme du monde. Okay? Puis on veut que le Québec soit souverain dans ses compétences. C'est ça, être un autonomiste, c'est ça, être un conservateur au Québec en 2026. Et merci. En fait, on veut revenir à l'esprit même de ce qu'aurait dû être le pays. Puis on s'inscrit dans une longue lignée. C'est pas... Vous savez, aujourd'hui, là, moi, j'invente rien, puis je veux souligner aussi Guy, là, qui est ici, avec qui j'ai écrit cet essai-là. Puis on n'invente tellement rien aujourd'hui que Guy et moi, il y a 25 ans, on était assis ensemble puis on écrivait le programme constitutionnel de l'ADQ. Et quand je révisais les manuscrits du livre il y a quelques semaines, j'avais l'impression, tu sais, des fois, quand on rêve puis qu'on a l'impression qu'on revit quelque chose qu'on a déjà vécu, là, bien loin en arrière, mais j'avais comme l'impression que c'était une espèce de retour vers le futur qu'on a vécu. Puis hier, j'étais en entrevue avec Mario Dumont. J'ai commencé à parler de Guy, puis j'ai commencé à parler, hors des ongles, là, j'ai commencé à parler de Guy, j'ai commencé à parler à l'époque où on avait écrit, puis Mario Dumont, évidemment, s'en souvient, parce qu'il a révisé lui aussi les textes qu'on avait pondus sur la position constitutionnelle ADQ de l'époque. Je pense que c'était s'affirmer sans se séparer, c'est ça? S'affirmer sans se séparer. C'est ça, c'était ça le document constitutionnel qu'on avait pondu. Et vous savez, l'ADQ a peut-être pas pris le pouvoir, mais elle a laissé une trace, comme plein d'autres politiciens, historiquement, ont laissé une trace. On s'inscrit dans la continuité
d'un courant politique qui a été toujours présent. On est les vrais Bleus du Québec, là. Les gens au Québec, on a choisi, en tant que peuple francophone unique en Amérique, on a choisi de faire un pacte avec un autre peuple, le Canada, et on a résisté à l'appel des Américains. Là, je remonte évidemment au début de notre histoire, là, mais on a résisté à l'appel des Américains parce que on voulait préserver notre langue, notre culture, à l'époque, notre religion, puis notre spécificité, puis accroître notre pouvoir économique. Puis on a fait le pari que le pacte qui était le plus positif pour nous, c'était le Canada. Puis le temps nous a donné raison à plusieurs égards, dans le sens où on a réussi effectivement à préserver notre langue, à préserver notre culture, puis à continuer à croître comme peuple. Et alors que si on avait joint les États-Unis, si on regarde ce qui est arrivé aux francophones au sud de nos frontières, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé avec eux. Donc, c'était pas un mariage de cœur qu'on a eu avec le Canada. Ça a été un mariage de raison. Puis le temps a donné raison à nos ancêtres. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que le pacte soit respecté. Parce que là, le pacte avec le fédéralisme toxique, ça fonctionne plus. On ne peut pas espérer continuer dans ce pays-là si on n'est pas plus respecté, si la loi fondamentale est violée à répétition, à répétition, à répétition. Donc, c'est un peu ça qu'on met en œuvre dans cet essai-là. Puis on explique, tu sais, c'est un combat pour combattre cet esprit fédéral-là qui est structuré, qui apporte des solutions très concrètes, qui est stratégique. On met tout sur table, on est très transparent. Vous nous connaissez, là. L'essai il est très conforme à ce que nous sommes. Que ce soit pour une loi sur l'autonomie, des alliances avec les autres provinces. Hein? Dans quelques jours, on part, on s'en va dans quelques capitales canadiennes rencontrer nos homologues conservateurs qui sont au pouvoir ou dans l'opposition. C'est des ententes dans tous les secteurs qu'on veut négocier à la pièce avec le gouvernement fédéral. C'est la doctrine de René Lévesque qui veut nous soustraire au fait que le Canada ne puisse pas interpréter les lois de l'Assemblée nationale puis ne puisse pas s'ingérer encore davantage en utilisant sa charte à lui plutôt que la nôtre. Donc, c'est carrément... C'est pas juste le mot « vision » dont il est question ici. C'est pas le mot « autonomie », c'est une vision, en fait, dont on veut parler. Ce combat-là, évidemment, c'est un combat qui est constant. On ne sera pas les premiers ni les derniers à le mener. Mais le choix, le 6 octobre, va être clair. Parce que, d'un côté, il y a les libéraux qui veulent qu'on se soumette. De l'autre, il y en a qui veulent qu'on rompe tous nos liens avec nos voisins. Puis nous, bien, on veut que le gouvernement fédéral se mêle de ses affaires puis que le pouvoir québécois soit renforcé. Ça va être ça, le choix qui va être offert aux Québécois dans quelques mois. On veut que les forces autonomistes se rassemblent, qu'au lieu de diviser les Québécois, on soit forts, unis, qu'on soit davantage influents, autant à l'intérieur du Canada qu'ici même au Québec. Puis vous savez... S'il y avait une élection aujourd'hui, on aurait 12 députés. Bien, je pense qu'avec 12 députés, là, on va être capable de faire plus et mieux que les 90 ont fait au cours des dernières années. Puis en terminant, je vais vous donner un coup de cœur parce qu'il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Je veux souligner la présence de M. André Larocque, qui est avec nous. M. Larocque, il ne savait pas que je le connaissais autant, mais je veux souligner sa présence. Il a appelé à la librairie parce qu'il avait vu qu'on sortait un nouveau livre, puis il voulait savoir s'il l'avait, puis s'il pouvait se le procurer ici. Puis ils ont dit que, ben oui, on fait justement le lancement demain. Donc, il est parmi nous aujourd'hui. M. Larocque a été le sous-ministre à la Réforme démocratique pendant les 2 mandats de René Lévesque, des années 76 à 85. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'a marqué. Il ne sait pas, mais moi, j'ai lu ses ouvrages. Et c'est quelqu'un qui est un grand démocrate qui a beaucoup contribué à faire avancer l'idéal démocratique au Québec. Je veux le remercier ce soir d'être ici, puis je veux vous dire que ça me fait chaud au cœur que vous soyez là. Merci d'être parmi nous, M. Larocque. Vous me connaissez, je sais que c'était pas dans le plan de match, mais moi, j'aime ça parler au monde. Hein? Je suis un animateur de radio qui aime ouvrir les lignes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions à moi, Maïté. Ah, c'est ça, on est rendu là? Oui. Ah, OK. Bien, je vais te laisser animer, je vais te laisser mener le show. Ah, tiens, on va en avoir 2. Allons-y. Donc, effectivement, si les gens ont des questions, on va prendre des réflexions, mais essayez de ne pas vous écarter du sujet. L'Iran, ça ira une autre fois. On a d'expérience. On lève les mains, peut-être? Pas tous en même temps, là.
Allez-y, là. Il y en a un qui plonge. Oui. M. Charest. Oui. Pourquoi vous n'avez pas repris une entente du lac Meech, les conditions du lac Meech à l'époque? Il y avait 5 conditions, si je me rappelle bien. Là. Il y avait encore la société distincte. Là. Il fait quand même des choses de constitutionnelles. Il me semble que ça aurait bien fait dans votre... Il y a beaucoup de... Écoutez, on a essayé de faire des réformes globales du fédéralisme canadien qui se sont toutes cassées les dents une derrière l'autre. On veut sortir de ce paradigme-là. Je pense que c'est important. Ce qu'on propose, là, c'est très réaliste dans le contexte actuel. Regardez ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est pas Meech, parce que Meech, ça a été un échec. Moi, ce qui m'inspire, c'est ce qui a été un succès récemment, c'est Danielle Smith en Alberta. Elle a adopté une loi sur la souveraineté de l'Alberta, un peu comme la loi autonomiste qu'on veut adopter. Elle a contesté systématiquement toutes les décisions d'Ottawa. Ça a été dénoncé systématiquement par le Parlement, la législature provinciale d'Alberta. Elle a même réussi à négocier un pipeline avec le gouvernement fédéral. Elle a réussi à faire reculer Mark Carney sur ses engagements qu'il avait pris en élection sur l'environnement. Elle a réussi à faire sauter les évaluations fédérales pour imposer les évaluations provinciales sur ses projets énergétiques. Elle l'a forcé, avec le pipeline, à faire démissionner son ministre, Stephen Guilbeault, puis de signer une entente avec elle plutôt que d'être solidaire avec son ministre. Donc, elle a fait des avancées concrètes. Quand est-ce qu'au Québec, la dernière fois qu'on a réussi à avoir des gains aussi clairs, aussi nets, aussi rapides? On n'a à peu près pas vu ça de notre vivant. C'est arrivé à quelques occasions, mais très peu souvent. Elle vient de le faire dans les derniers mois et je pense que c'est la voie à suivre. Puis je pense que les provinces sont plus fortes quand elles sont plus unies. Moi, je veux que le Québec soit assis à la même table qu'elle. C'est pour ça qu'on va aller la rencontrer dans quelques jours. Je pense que c'est important de tisser des liens avec ces gens-là, d'avoir une nouvelle approche. C'est pas, le problème avec les Meech ou même les référendums au Québec, c'est qu'on se divisait souvent entre Québécois, puis le Canada anglais était souvent uni contre nous, en tout cas trop souvent. Notre stratégie, c'est le contraire, c'est d'unir le Québec puis de diviser le Canada, d'aller chercher les forces conservatrices ailleurs au Canada qui sont plus décentralisatrices et autonomistes comme nous, puis de les rassembler avec nous contre ceux et celles qui font encore la promotion du fédéralisme toxique. En fait, ce n'était pas forcément une question. Je tenais à dire que vous aviez enfin trouvé la solution pertinente par rapport à l'immigration, en proposant la régionalisation de l'immigration entre ceux qui veulent ouvrir les moulins à tout vent et ceux qui veulent au contraire fermer toutes les portes. Vous apportez-vous une solution pertinente qui est de gérer l'immigration au plus près. Ça sera à la fois économiquement fiable, mais aussi humainement intéressant parce qu'on va traiter les gens avec humanité aussi dans cette approche. Et en tant que Français qui suis présent au Québec depuis 3 ans, je tiens à vous remercier parce que c'est la première fois que j'entends au Québec quelqu'un avoir une réaction aussi pertinente, une solution aussi pertinente par rapport à une gestion à la fois économique et humaine de l'immigration. Et je vous en remercie. Mais c'est nous qui vous remercions. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, là, on a déposé ensemble, conjointement, une première action qu'on a faite ensemble, une des premières, un projet de loi pour régionaliser l'immigration. Donc, sans rentrer dans les détails, l'idée, c'est de rapprocher les décisions du terrain, exactement comme monsieur le disait, pour tenir compte, bien sûr, de la capacité réelle d'accueil de chacune des régions qui fluctue en fonction de chacune des régions du Québec, mais aussi de décentraliser les décisions. Alors, je pense que les effets positifs, c'est demandé par toutes les communautés, les régions du Québec. Alors, on a un beau projet de loi, puis on espère que le gouvernement actuel l'appellera. Il y a une solution à son problème, au problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Alors, voilà, ce projet de loi, il est prêt à être adopté s'il le souhaite. Monsieur Dionne. L'Alberta, Mme Smith avait le levier du pétrole, là, pour négocier avec la fédérale. Entendez-vous ce qu'il dit? Non. Il dit que l'Alberta avait le levier du pétrole économiquement pour négocier avec Ottawa. Nous, ça va être quoi? Nous, ça va être quoi? Mais d'abord, le Québec déborde de richesses. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention avec les parallèles avec l'Alberta. Là, je suis conscient que, tu sais, l'Alberta, il y a d'abord, la raison, il y a un mouvement indépendantiste en Alberta aujourd'hui qui est pratiquement aussi important, sinon plus qu'au Québec. Il faut savoir ça. Il y a une montée du mouvement indépendantiste en Alberta. Mais c'est vraiment pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour des raisons linguistiques, c'est pas pour des raisons culturelles, c'est pas pour des raisons historiques. C'est essentiellement pour des raisons économiques. Mais c'est quand même une réalité qui est similaire à certains égards.
Qu'est-ce que le Québec a? Bien, le Québec, là, on déborde de richesses. Si le Québec, aujourd'hui, est dépendant du reste du Canada, c'est pas parce qu'on est plus paresseux que les autres, c'est parce qu'on a des lois qui nous empêchent d'exploiter nos ressources comme on l'a fait historiquement puis comme on s'est enrichi historiquement. François Legault est arrivé au pouvoir il y a 8 ans en nous disant qu'il allait faire du Québec la Norvège d'Amérique. Il nous disait qu'il allait exploiter notre gaz pour nous enrichir au profit de tous les Québécois. Il avait même parlé du pétrole. Non seulement il nous a trahis sur ça aussi, mais il a adopté une loi pour interdire toute forme d'exploration et d'exploitation du gaz et du pétrole, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 100% dépendant des autres, principalement dépendant de Donald Trump, parce que même ce qui vient du Canada transite par les États-Unis, puis c'est lui qui tient le robinet. On s'est mis vulnérable, on a abdiqué notre souveraineté énergétique. Je trouve ça très paradoxal qu'un parti qui se dit nationaliste, puis une opposition péquiste qui se dit indépendantiste ou souverainiste, s'oppose à ce que le Québec soit davantage souverain en matière énergétique, alors que c'est si crucial et stratégique. C'est quand même très... Pensez-y 2 minutes, là, ça n'a aucun sens. Ça se tient pas debout. Comment tu veux être indépendant alors que tu veux vivre avec l'argent de l'Alberta puis tu veux pas exploiter la richesse que tu as en dessous des pieds? Et je pense que ça dit en fait qu'on est les vrais souverainistes. Quand tu veux être souverain en matière énergétique, là, c'est parce que tu as compris que la vraie indépendance, ça commence par plus dépendre des autres. Par définition, c'est ça. Fait que c'est pas de recevoir des chèques de péréquation, puis c'est pas d'être obligé d'acheter du pétrole puis du gaz partout ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est pour ça que vous allez voir que l'énergie, même si c'est un domaine qui n'est pas relié directement à la question constitutionnelle, a de plus en plus d'importance par rapport à l'enjeu de l'avenir du Québec au sein du Canada. Quand il y a des projets, là, il y a des lobbying qui arrivent, puis tout tombe à l'eau. Il dit que quand il y a des projets, justement, énergétiques, mais il y a des lobbies qui font tout tomber. Effectivement, c'est malheureusement ce qui se passe au Québec. Ça prend du courage. Justement, c'est un petit peu dans le même sens, sans nécessairement le ramener à l'Iran. Il me semble que la question de l'autonomie est associable en fait la question énergétique et la question de l'économie. Donc, c'est interrelié. Je ne sais pas, j'ose espérer que justement vous le traitez dans l'ouvrage, mais aussi, il me semble que peut-être qu'au Québec, on focalise peut-être un peu trop sur l'aspect constitutionnel et justement un peu moins aux aspects qu'on contrôle nous-mêmes, donc les leviers de notre économie et justement la question énergétique dont on parle. Mais vous allez voir dans le livre, puis dans l'histoire du Canada, c'est ça aussi, là, la question énergétique est souvent au cœur des enjeux constitutionnels les plus importants. Puis on vient de parler de l'Alberta, ça l'est. Beaucoup des luttes autonomistes historiques qui ont été menées au Québec comme au Canada étaient basées sur le fait que nos ressources naturelles sont de juridiction provinciale. C'est des compétences des provinces. Donc, ça a été un enjeu très important. Je pense qu'on cite l'exemple même de la Terre-Neuve, on cite l'exemple de Guy peut m'aider, les autres provinces qui sont citées, là, mais c'est ça, même le caribou, qui est une ressource aussi qui empêche le développement de certaines ressources dans le nord québécois à l'heure actuelle, là. Donc, oui, c'est des questions constitutionnelles, mais ça a des répercussions très concrètes sur l'exploitation chez nous de nos ressources. Oui, Jean-Guy. Monsieur Duhem, on sait qu'au niveau des libéraux, on fait un peu d'aplaventrisme. Beaucoup. Du niveau du PQ, on y va beaucoup aussi avec la séparation, puis tu sais, c'est que de se chicaner. Avec le Parti conservateur, on a un plan qui veut nous amener à négocier ou à se donner les moyens de négocier économiquement. Est-ce qu'il existe un breaking point? Je veux dire par là, on arrête où si on n'obtient pas ce qu'on veut? Est-ce qu'on menace avec l'indépendance? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Parce que mon opinion, c'est que si un jour, je ne suis pas indépendantiste, mais si un jour le Québec doit se séparer du Canada, ça va nécessairement passer par la droite avec l'économie. C'est une très bonne question. Est-ce que ça pourrait alimenter d'une certaine façon? En fait, présentement, si on regarde, je reviens encore à l'exemple albertain parce que c'est celui qui est le plus contemporain puis c'est celui qui est le plus lié à ce que vous dites. Ce qu'on voit, c'est que le mouvement indépendantiste, au contraire, sert à plus négocier et à plier Ottawa et non pas à braquer encore plus et à alimenter le mouvement indépendantiste. Nous autres, le problème des négociations constitutionnelles, c'est qu'on a un parti qui veut rien et un parti qui veut pas que ça marche. Parce que les libéraux, ils demandent rien, ils sont à plat ventre devant Ottawa, ils n'ont aucune. Vous avez vu cette semaine même le cafouillage de M. Milliard sur la langue, imaginez quand il va parler de Constitution. Et de l'autre côté, vous avez le Parti québécois qui, oui, négocie, mais il espère que ça va être un échec pour pouvoir dire, voyez-vous que ça ne marche pas, il faut se séparer.
Nous, on n'arrivera pas là avec la volonté de rien négocier, ni celle que ça ne fonctionne pas. On va arriver là avec une liste d'épicerie, on va être ferme, puis on veut que ça fonctionne. Et donc, je pense qu'on peut le tourner à notre avantage. Puis l'autre élément de votre question, vous savez, la raison pourquoi tout le monde, ou à peu près l'écrasante majorité des Québécois est contre un référendum aujourd'hui, que vous soyez souverainiste ou fédéraliste, c'est parce que vous savez tous qu'on va le perdre. Vous savez que ça va être un 3e échec. Vous savez que les 2 premiers échecs se sont soldés par un pouvoir québécois diminué. Et les gens disent pourquoi on veut continuer dans cette voie-là. La stratégie référendaire est un échec. Puis le problème, c'est qu'on a un Parti québécois pour qui le référendum est devenu une fin en soi. Ce ne sont plus des nationalistes, ce ne sont pas des autonomistes, ce sont des référendistes. Ils sont devenus des gens qui sont les porte-parole d'une stratégie perdante. Et moi, c'est ça contre quoi j'en ai le plus. Et je pense que le fait qu'il y ait un mouvement indépendantiste dans l'opposition, je le disais à la blague cette semaine, mais c'est vrai, la meilleure façon d'aider l'idée autonomiste, c'est de s'assurer que les souverainistes, il y en a, mais qu'ils restent dans l'opposition. Je pense que c'est le meilleur scénario, c'est le plan A pour l'avenir du Québec. Il y a un monsieur là-bas. Une question? Oui, ma question est la suivante. Le Parti libéral a 2 caucus. Il y en a un anglais et il y en a un français. Oui. Est-ce que le Parti conservateur va avoir 2 caucus? C'est une bonne question, là. Présent, s'il y avait des élections aujourd'hui, on aurait un caucus de Québec. Il n'y a pas beaucoup d'anglais dans notre caucus. Mais votre question, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez vous demander si on va faire comme le Parti libéral et qu'on va avoir des députés qui pensent différemment. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne que quand tu adhères au Parti conservateur, c'est parce que tu es d'accord avec la philosophie autonomiste. Puis en fait, quand on parle de l'autonomisme au Québec, on parle pas juste de l'autonomie du Québec par rapport au Canada. On parle aussi de nos régions plus autonomes à l'intérieur même du territoire québécois. Parce que la philosophie politique conservatrice à la base, là, puis ce qui nous différencie des autres partis, c'est qu'on souhaite toujours avoir le pouvoir le plus près du citoyen. Okay? Là, c'est très philosophique, là, mais comprenez-moi. Là. On veut que le pouvoir il se rapproche de nous, que les centres de décision se prennent par des gens qui comprennent plus notre réalité locale ou provinciale que des gens qui sont dans des tours centralisées à Ottawa ou à Québec. Ou Montréal, encore pire. Et donc, fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est pas d'avoir des 2 caucus, mais la décentralisation règle une partie de ce problème-là. Parce qu'à Montréal, on a parlé tantôt de l'immigration. Bien, la réalité de l'immigration à Montréal et la réalité de l'immigration dans Chaudière-Appalaches, là, c'est 2 mondes. Vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes d'anglicisation là, à Saint-Georges-en-Beauce. Là, Jonathan peut en témoigner. Là, je pense pas que c'est un gros problème. Mais allez vous promener à Ville-Saint-Laurent, à Montréal, vous allez peut-être réaliser que c'est une autre paire de manches. Donc, l'idée, c'est de rapprocher justement le pouvoir pour éviter que des régions soient prises en otage parce qu'à Montréal, il se passe quelque chose puis c'est eux autres qui payent le prix. C'est ça, être autonomiste. C'est une idée centrale du livre. Peu importe ce que vous pensez du Canada, c'est-à-dire les systèmes qui sont trop centralisés sont déconnectés de la réalité. C'est vraiment, ça traverse tout le livre et c'est extrêmement important. Donc, la déconnexion du fédéral par rapport aux réalités régionales. C'est-à-dire le fédéral est en quelque sorte devenu l'Union européenne finalement au Canada. J'avais un peu cette impression-là en lisant le livre. Donc, la décentralisation est nécessaire, puis même à d'autres échelles, le système de santé, peu importe, les systèmes centralisés sont déconnectés des réalités locales et régionales. Point final. Juste souligner que M. Francaire, on s'est connus dans une autre vie. Je vous remercie d'être là. Raymond Francaire a été le député de Port-Neuf à l'époque de l'ADQ. Je veux souligner sa présence et le remercier d'être là. Quelle est la position du parti en rapport avec des régions ressources? Ça, je vais laisser Maïté répondre. La ministre des Ressources. Merci à vous, oui. Mais en fait, c'est ce qui m'a convaincue, notamment, de devenir conservatrice. C'est cette idée de rapprocher les décisions des gens puis de gérer aussi les ressources de manière plus décentralisée en donnant du pouvoir, mais aussi des revenus, des ressources, des redevances aux régions pour pouvoir exercer ces pouvoirs qui sont décentralisés. Et Éric l'a très bien nommé tout à l'heure, on a un potentiel incroyable au Québec dans plusieurs domaines. Des ressources, des richesses, on en a dans les minéraux, très stratégiques en ce moment. On en a aussi dans le gaz, une autre ressource très stratégique, dans le bois. C'est une autre ressource importante quand on a besoin de construire du logement. Et tout ça, c'est au Québec.
puis donner des leviers aux régions pour, en décentralisant les pouvoirs des décisions, notamment en matière de ressources naturelles, bien, ça permet d'avoir des ressources qui sont mieux exploitées avec une réalité terrain plus concrète. Puis ce qu'on voyait, c'était une grande problématique de par les décisions qui étaient prises à Québec par les fonctionnaires qui étaient rapprochés du ministère. Et l'idée, c'est vraiment de décentraliser donc des portions de l'État. C'est comme ça aussi qu'on peut arriver à réduire la taille de l'État central puis les coûts associés à ce grand mammouth. Pas juste la santé de l'État central. Là, je vais souligner la présence d'un autre ancien député, Pierre-Michel Auger, qui est avec nous, Champlain. Merci d'être là, Pierre-Michel. Moi, j'ai une question pour Dieu. Oui. À travers... À travers l'ouvrage, on comprend que l'État québécois s'est développé en opposition au fédéral et inversement, et c'est vrai pour les autres provinces. Donc, un souverainiste pur et dur pourrait vous dire, comme les États se développent en opposition, c'est-à-dire pour garder nos pouvoirs, on devient plus gros, donc les États, finalement, font de l'embonpoint pour se combattre l'un l'autre, une sorte de sumo, je sais pas. Est-ce que vaut pas mieux, dans ce cas-là, supprimer un État, c'est-à-dire le fédéral, pour arrêter de s'opposer, de grossir face à l'autre? C'est une très bonne question. Puis c'est sûr que c'est tu sais, quand on a une perspective conservatrice, qu'on veut diminuer la taille de l'État, il faut toujours se poser, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monstre avec deux bureaucraties qui vont se concurrencer? Et c'est exactement pour ça qu'il faut être autonomiste. Parce que il faut éliminer le pouvoir de dépenser du fédéral. La meilleure façon de réduire la taille de l'État, c'est d'arrêter d'avoir des chevauchements. Et ça commence par, on n'élimine pas un gouvernement, on élimine l'intervention d'un gouvernement dans les compétences du Québec. Et ça fait, tu sais, fait que le ministère de la Santé, il n'y en a plus à Ottawa. Le ministère du Patrimoine, il n'y en a plus à Ottawa. Il y a un paquet de ministères qui sont carrément dans les juridictions québécoises et ces ministères-là doivent être abolis. Et donc, je pense qu'au contraire, non seulement notre position autonomiste ne grandit pas la taille de l'État dans l'économie, mais elle va la réduire. Oui, j'ai une question pour vous, M. Duhaime. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Oui, OK. J'aimerais savoir, est-ce que, quand on redéfinit l'autonomie du Québec, est-ce que ça va aussi est-ce qu'on va devoir redéfinir le modèle fédéral aussi? Bien, forcément, parce que si le Québec devient davantage souverain dans ses compétences, il faut que le gouvernement fédéral réduise sa taille. Tantôt, je vous disais que c'est pas étranger, tu sais, que les conservateurs veulent toujours plus décentraliser. Bien, c'est pas étranger que les conservateurs veulent réduire la taille de l'appareil fédéral. Je veux dire, ça va ensemble. C'est la vision conservatrice, c'est le fondement de notre philosophie politique. Donc, si vous regardez Pierre Poilievre, si vous regardez Mark Carney, ils veulent pas un gouvernement tout à fait de la même grosseur. Il y en a un qui veut l'engraisser, puis l'autre, il veut le mettre au régime sec. Donc, on a deux visions qui s'affrontent, qui ont un impact direct sur la taille de l'État. Encore deux questions, tiens. Oui. Parce que j'ai bien des livres à signer, je vais avoir mal au poignet à la fin de la soirée. J'ai plus qu'à tenir mon micro. Oui, vas-y, ma chère Alexa. C'est Alexa de Rebel News. Merci, Alexa, d'être là. Merci. Extrême droite. Vous voulez dire que justement, il faut arrêter de dédoubler soit les ministères et les départements. Sauf que si, admettons, au Québec, on arrête de dédoubler, ça ne veut pas dire que le reste du Canada va vouloir dédoubler. Donc, on va quand même continuer à payer pour les ministères, les départements, pour les autres provinces, parce que on fait quand même partie du Canada. Ça, c'est une bonne question. C'est toute la question. Est-ce que ça va être asymétrique? Hein? C'est un peu ça. Parce que est-ce que c'est juste le Québec? Premièrement, si on se retire... Quand on le faisait historiquement, par exemple, quand Jean Lesage a négocié le rapatriement de points d'impôt, puis en chinois, on dit opting out, là, on s'est retiré du Canada Pension Plan, puis on a créé la Régie des rentes du Québec, OK? L'argent a suivi, c'est-à-dire que l'argent n'est pas resté à Ottawa. Donc, dans un monde idéal, le Québec aurait son propre rapport d'impôt unique. On retournerait à Ottawa pour les services qui nous sont rendus par ce gouvernement-là. Et le montant serait en fonction des services qu'on reçoit en retour. Et quand on se retire des programmes fédéraux, bien, normalement, il faut que les points d'impôt suivent. Donc, le modèle qui est proposé, c'est exactement celui-là, puis ça se fait déjà. Il y a un paquet de programmes qu'on a négociés. Cela étant dit, oui, on est différent au Québec, mais on ne l'est peut-être pas tant qu'on pense. Dans la mesure où il y a de plus en plus de provinces qui veulent faire comme nous. Hein. Même ils s'inspirent de ce qu'on a fait au Québec historiquement pour gagner dans d'autres champs de compétences. Et moi, je suis convaincu que si on ouvre
puis avec d'autres provinces, la voie autonomiste, il y en a beaucoup qui vont suivre des provinces puis qui vont se rendre compte qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et donc, il ne faut pas qu'on pense qu'on veut un modèle juste pour le Québec. On l'a essayé, ça, puis je pense que les Canadiens anglais n'aiment pas ça, puis je les comprends de ne pas aimer ça. Il faut que toutes les provinces puissent jouir de la même autonomie, si elles le souhaitent, que ce que le Québec peut obtenir quand on va négocier. Dernière question. Allez-y. Je dirais, dans le fond, pour faire suite aux deux commentaires, à court terme, parce que 6 mois, c'est quand même court, comment bien l'expliquer, comment bien le rendre rapidement aux citoyens, aux gens? La question, c'est comment... La question du dédoublement, l'État, c'est pas un peu contradictoire. Puis, comment vulgariser ça en 6 mois pour que la population puisse comprendre notre position? C'est tout un défi. C'est un défi de communication. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont être sur le terrain ou qui vont être candidats. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle abondamment. Puis c'est pour ça qu'on a écrit un livre pour que les gens qui vont relayer les idées conservatrices puissent être encore mieux documentés. Mais c'est sûr qu'on a un travail pédagogique à faire. Mais on a un travail pédagogique nécessaire, pour ne pas dire essentiel. Parce que la dernière élection, puis c'est pas un reproche que je fais à personne, ni à moi, là, mais... C'est sûr que c'est arrivé de façon précipitée. J'ai été élu élu chef un an avant. On était à 1 %, on a monté en flèche. On a fait un seul congrès entre les deux. On n'a pas abordé toutes les questions. C'est normal, on est allé vers l'essentiel. Je pense que ça, c'est de ce dont les Québécois voulaient qu'on parle. On était en pleine pandémie. On voulait parler d'économie, on voulait parler de santé, on voulait parler des enjeux qui préoccupaient le monde à ce moment-là. Là, quelques années plus tard, la réalité a changé. On est peut-être à la veille de... On voit les sondages, là. On pourrait peut-être se ramasser avec un gouvernement qui promet de tenir un référendum dans le premier mandat. Qu'on le veuille ou non, c'est un passage obligé pour les conservateurs d'arriver en élection très bien outillés sur la question constitutionnelle puis d'être capable de battre et les libéraux et les péquistes sur ce terrain-là. C'est ça qui est l'objectif aussi stratégique derrière ce livre-là. Là. Il faut qu'on soit capable de répondre. Parce que quand les gens nous demandent allez-vous être pour le oui ou le non, êtes-vous fédéraliste ou souverainiste, on ne peut pas dire je ne le sais pas ou je ne réponds pas. Là. Et à un moment donné, il faut dire non, moi je suis un autonomiste, puis voici pourquoi, puis voici ce qu'on propose qui est différent des autres, puis aller de façon positive. Parce que notre plan, il est très positif, là, il est très rassembleur. Donc, puis je reviens au fondement de la question, là. On a un gros travail pédagogique à la gang à faire. On a un gros travail de communication. Puis c'est vrai que c'est toujours un peu aride d'en parler de Constitution. D'ailleurs, je suis très surpris de voir autant de monde ce soir qui se joignent dans une librairie pour parler Constitution, pour entendre jaser de ce sujet-là. Là. Je pense que ça témoigne comment vous êtes exceptionnels, vous êtes des militants là, vraiment extraordinaires. Puis on est vraiment chanceux d'avoir un parti qui n'est pas le parti d'un seul homme, qui n'est pas le parti... on voit les partis aujourd'hui qui sont des espèces de business nés par François Legault, par exemple. On le voit quand il s'en va, on ne sait même plus c'est quoi le parti, puis qu'est-ce qui les unit. Au Parti conservateur, notre force, là, c'est vous autres, parce qu'on a une base militante qui a des idées, des valeurs communes, puis qui est capable de les propager. C'est pour ça qu'on continue à croître, même si on n'a pas encore de nombreux élus. On en a une depuis quelques semaines à peine, mais malgré ça, notre croissance continue, puis c'est grâce à vous autres. Puis je vous remercie du fond du cœur. C'est un honneur d'être votre porte-parole, votre chef. C'est terminé? Bien, je veux pas... mais ce qui présente le livre, là, c'est vraiment un plan, un peu d'histoire. Un plan, une vision, mais un plan de match. Puis souvent, là, ce que vous allez entendre, c'est « Ouais, mais la CAQ n'a pas réussi, fait que ça n'a pas réussi, c'est fini, cette voie-là. » La CAQ, elle n'avait pas de plan, je le sais que je t'ai dit. Je vous le dis. Ni de boussole. Ni de boussole. Bien, c'est ça qu'on présente avec un livre documenté avec des solutions claires pour les Québécois. On vous parlait d'une loi autonomiste, comme l'Alberta l'a fait. Des exemples où l'Alberta fait des gains, nous, on peut aller en faire aussi. Éric part en tournée pour aller faire des alliances. Alors, on est en action. C'est pas juste une vision théorique, là. C'est très, très concret, avec des solutions concrètes. Puis, je pense que les Québécois ont besoin d'avoir cette voix-là si importante. Ça, c'est grâce à Éric et à Guy. Bravo encore. Merci. Éric Duhem va signer ses exemplaires du livre à la table. Le fameux conseil de la Fédération des premiers ministres, c'était vu comment par Ottawa? Parce que, tu sais, ce qu'on veut, c'est que c'est ça qu'il faut faire, mais avec des pouvoirs qui fait que Ottawa va pouvoir lâcher.
Mais c'est ça, mais c'était pas... Ben, récemment, moi, j'ai été là, à ces il rencontres avec les provinces. Je vous dirais que ce qu'Éric nomme, c'est vrai, il y a beaucoup de provinces qui s'opposent à des décisions d'Ottawa ou à cette volonté de dépenser dans des champs de compétences provinciales. Puis souvent, on faisait front commun avec l'Alberta, la Saskatchewan, Éric y va avec l'Ontario parfois, pour pousser Ottawa à reculer sur des questions énergétiques, notamment parce que les rencontres de ministres auxquelles j'ai assisté, c'était énergétique, mines, ressources, forêt. Mais c'est la même chose pour le premier ministre. Est-ce que le premier ministre a bien utilisé ces leviers-là? Je ne crois pas. Je pense qu'ils peuvent être utilisés à bon escient si on crée des bonnes alliances et des vraies alliances avec les autres provinces. Puis c'est ça qu'on propose dans le livre. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.